9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, 9h34 sur Sud Radio jusqu'à 10h. Et restez bien à l'écoute pour cet échange avec, je suis très heureux de recevoir Hicham Alaoui. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit « Islam et démocratie, comment changer la face du monde arabe ?» C'est aux éditions du Cherche Midi. C'est un véritable défi. Vous vous êtes lancé dans un véritable défi avec ce livre. Alors je rappelle que vous êtes aussi, par ailleurs, je le disais tout à l'heure, enseignant à l'université de Berkeley en Californie, aux États-Unis, que vous connaissez évidemment très bien le monde arabe, que vous êtes marocain, donc cousin de Mohamed VI. Aussi. Donc on va évoquer ça. Est-ce que islam et démocratie sont compatibles? Comment ça se concrétise dans le monde arabe? Votre étude, vous l'avez menée à partir des suites, notamment du printemps arabe, en vous appuyant sur deux pays, la Tunisie et l'Égypte. D'ailleurs, la Tunisie, ça vous a valu quelques problèmes, je crois, vous allez nous raconter. Et puis nous allons évoquer aussi les relations avec l'Algérie, le Maroc et la France. Là, il y a une forme de jeu à trois, jeu complexe et dangereux, parce que c'est ce qui explique probablement l'arrestation de Boualem Sansal en Algérie. L'Algérie qui ne supporte pas notamment le soutien de la France au Maroc pour le Sahara occidental, qui a été relayé d'ailleurs par Boualem Sansal. Avant de parler justement d'islam et démocratie, quel est votre regard sur ce qui se passe actuellement autour de Boualem Sansal et de ces relations entre la France, l'Algérie et le Maroc? Écoutez, j'ai pu, comme tout le monde, lire sans rentrer, sans approfondir dans le sujet. En tant que défendeur de droits de l'homme, je pense tout simplement que chacun a le droit de s'exprimer sur ce qu'il pense. Maintenant, la question des frontières, l'historique des frontières, c'est quelque chose de bien sûr sensible pour les uns, pour les autres. Je voudrais un peu me tenir à l'écart de ça. Parce que vous êtes vous-même marocain? Non, c'est pas parce que je suis marocain, parce que les relations ont besoin d'apaisement et c'est très tendu. Et c'est même dangereux. C'est dangereux. En fait, aujourd'hui, on est dans une situation qui n'a jamais été aussi tendue depuis des décennies dans ce jeu à trois, je le disais, entre le Maroc, l'Algérie et la France. Surtout à deux, parce que nous sommes voisins et nous sommes appelés à vivre ensemble. À deux, c'est-à-dire le Maroc et l'Algérie. Et dans ce contexte, malheureusement, un accident est possible et il faut absolument l'éviter. Oui, c'est ça. Et la France, quel rôle elle peut jouer, effectivement Est-ce qu'elle a choisi son camp, selon vous, justement, en soutenant un peu le Maroc sur le Sahara occidental ou pas? Ça, c'est une décision aux diplomates français de choisir où se tenir. En tant que Marocain, je peux que me réjouir du fait qu'elle reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ceci étant, c'est un peu l'histoire du colonialisme dans la région. Donc pour nous, quand on parle de décolonisation, on parle aussi de reconnaître les rôles des uns et des autres. On ne peut pas s'en extraire. Donc ça, c'est une affaire franco-française. Maintenant, il est sûr que pour la France, c'est un défi de se tenir à équidistance entre... malheureusement, deux frères ennemis. Oui, c'est ça, deux frères ennemis et donc de... Je dirais une dernière chose en tant que Marocain. Nous avons les meilleurs sentiments en tant que Marocains vis-à-vis de nos frères algériens. Et il n'y a pas de problème entre les deux peuples. Je représente certainement pas le discours officiel, mais il se trouve que c'est mon avis que nous nous préoccupons de l'Algérie. Il semblerait que le leadership, je dis bien seulement le leadership algérien, ne se préoccupe pas du Maroc. C'est pas une préoccupation, mais c'est une obsession. Et je voudrais pas aller plus loin parce que cela s'explique pour des raisons politiques intérieures. Non, mais c'est vrai. Et d'autant que beaucoup y ont pensé en même temps des possibles répercussions aussi en France, parce qu'il y a évidemment énormément de Marocains et d'Algériens qui vivent aussi ici sur le territoire, quoi. Et s'il devait y avoir, comme vous l'avez dit, Hicham Alaoui, un accident là-bas, il y aura des répercussions. Entre Algériens et Marocains, il n'y aura pas de problème.
Il n'y aura pas de problème. Je pense qu'ils elles seront attisées forcément par les systèmes en place. Ouais, ouais. Mais être maghrébin, c'est quelque chose qui est très très fort. Ouais, ouais. Et il y a un vrai lien entre les Marocains et les Algériens et les Tunisiens. Ouais. Hicham Alaoui, venons à votre livre que je recommande, Islam et démocratie. Alors c'est un essai, évidemment parce que vous avez étudié la question, vous êtes un chercheur, donc il faut un peu s'accrocher quand même pour. Non mais c'est vrai, mais c'est très très bien évidemment parce que c'est difficile d'aller en fait sur ce terrain d'islam et démocratie pour voir comment ça peut évoluer dans le monde arabe. Déjà, est-ce que c'est compatible quand on dit islam démocratie? D'abord, je commencerai par dire la chose suivante. Ce n'est pas incompatible. Oui. Et quand on dit ce n'est pas incompatible, ça voudrait dire déjà qu'il y a compatibilité. Oui. Et puis moi, je me suis posé la question en tant que démocratisation bien sûr. Dans notre région. Oui. Mais en France, la question est moins opératoire et opérationnelle concernant la démocratisation, mais plus une question philosophique. Oui, oui. Donc il y a déjà un a priori typiquement français. Oui, parce qu'il y a deux stades, quoi. Il y a, vous dites dans votre région, alors c'est l'ensemble en fait du monde arabe. Exactement. Quoi, globalement. Exactement. Il y a eu le printemps arabe, donc et les suites avec ce que l'on a connu, l'Égypte qui a dérivé vers un régime autoritaire, la Tunisie qui est passée par plusieurs phases et il y a une régression démocratique ou pas alors finalement? Il n'y a rien dans l'essence de l'islam qui empêcherait que les musulmans construisent des systèmes démocratiques. Tout notre relation à la prophétie, elle est complète. Les gens y croient, bien sûr profondément croyants, mais en définitive, c'est une question d'application. Les musulmans ont toujours vécu un islam propre à leur région, propre à leur temps, propre à l'exigence de la vie. Oui. Voilà. Maintenant, oui, il y a eu une régression. Il y a eu une régression. Dans les pays qui ont été touchés par le. Toute la région a connu une régression. Ouais. Pour la simple raison qu'il y a eu une ouverture, cette ouverture a échoué. Ouais. Et donc forcément, les demandes deviennent plus fortes, même s'il y a plus de retenue, et aussi les régimes ont plus peur, et donc ils exercent plus de contrôle social. Donc alors, forcément, un durcissement. Hicham Alaoui, pour bien comprendre, quand vous dites qu'il y a eu une ouverture pour avoir du multipartisme, c'est ça, à la tête en fait du pouvoir, que toutes les opinions puissent s'exprimer, c'est ça? Eh ben, je vais vous dire une chose. Juste avant le printemps arabe, tout le monde était concentré sur la question pourquoi est-ce que les Arabes et les musulmans, surtout les Arabes, sont-ils fascinés par l'autoritarisme? Ouais. Donc c'était ça la question. Un jour, on se réveille, on voit à la télé que les femmes et les hommes arabes demandent de la démocratie, demandent les respects de droits de l'homme, demandent un multipartisme. Et on se dit, tiens, finalement, ce sont des gens normaux. Et voilà ce qu'on découvre. On découvre en fait que les a priori, que si autoritarisme il y a, c'est pour des raisons structurelles et objectives. Oui, oui. Et après, alors, maintenant, puisque vous dites que finalement, ce n'a pas été respecté en quelque sorte, quoi, cette volonté d'ouverture, quoi. Je poserai une analogie ou une métaphore qui est très simple. Les printemps européens ont pris combien de temps? Oui. C'est un processus, c'est pas un événement. Les printemps européens, quand ils ont émergé dans leur contexte historique, ont tous échoué. Et ils n'ont commencé à percer qu'après la deuxième vague. Peut-être que ça ne sera pas la même chose, ça sera peut-être semblable dans notre région du monde. Oui. Allez, on va poursuivre dans un instant. Vous allez justement nous détailler tout cela. Vous êtes l'invité de Sud Radio jusqu'à 10h dans La Vérité en face. On se dit les choses. Vous avez dit évidemment les choses. Hicham Alaoui, je rappelle en fait le titre de votre livre, Islam et démocratie, aux éditions du Cherche Midi. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face avec Hicham Alaoui, qui est auteur de Islam, démocratie aux éditions du Cherche Midi. Alors nous avons évoqué tout à l'heure les relations aussi entre l'Algérie, le Maroc et puis la France. Hein. Ça c'était un premier point, mais c'est pas le sujet de votre livre. Le sujet de votre livre, c'est cette évolution. Comment ça peut changer, la face du monde arabe peut changer. Alors vous appuyez sur un certain
certain nombre d'idées, hein, et puis alors vous êtes appuyé aussi sur les expériences de l'Égypte et puis de la Tunisie, on l'a évoqué. C'est à une autre échelle en fait, et on a du mal peut-être aussi à se représenter cette possible évolution avec nos yeux ici, nous-mêmes de Français, quoi, non? Ou oui. D'Occidentaux? Pas d'Occidentaux, oui, parce qu'il y a toujours un courant orientaliste très très fort qui essentialise encore la région avec des clichés et des a priori. Mais c'est surtout l'a priori ou disons l'hésitation est surtout en France. Oui. Pour des raisons particulières à la France. Ouais. Alors, c'est-à-dire, expliquez-vous. C'est-à-dire ici qu'on trouve que si on peut mettre ça dans le jargon du livre, dans le vocabulaire du livre, le pacte citoyen entre musulmans et l'État a des problèmes à se matérialiser. Et ce que je remarque, je suis pas un spécialiste de la France, c'est que la loi de 1905, elle prend toute une autre tournure aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui n'est pas l'application de la loi 1905. Parce que dans le contexte de la loi de 1905, les musulmans se trouveraient dans une situation confortable. Le problème, c'est que cette loi aujourd'hui est régie où on calque dessus des valeurs. Oui. Et des valeurs républicaines entre guillemets qui, elles, dépassent la lecture et l'esprit et la lettre de la loi. Ouais. Alors, si c'est une question de loyauté vers l'État, il n'y aurait pas de problème. Mais le problème se trouve ailleurs. On cherche et on demande l'adhésion. Plus que la loyauté. Oui, l'adhésion à certaines valeurs. À certaines valeurs. Mais des valeurs qui ne sont pas forcément... Qui ne sont pas dans la loi. Qui ne sont pas dans... Enfin, alors, qui ne sont pas dans la loi. Vous parlez de quoi? De la laïcité d'une façon... Non, je parle par exemple, de cette question, par exemple, de repas halal à l'école. Dans l'école, bon. Oui. Certaines mairies veulent interdire même des repas végétariens, alors qu'ils ne sont pas interdits sur Air France. On peut être végétarien parce qu'on est végétarien ou parce qu'on ne mange pas du porc, et ben c'est pas interdit sur Air France. Mais quelques mairies veulent l'interdire au nom de la laïcité. Là, on dépasse la laïcité. Alors la laïcité, elle doit accepter, c'est ce que vous dites. Elle doit accepter l'ensemble en fait de ce qui est demandé dans une religion, pour qu'il y ait le respect. Non, si c'est dans la sphère privée. Oui, alors mais à l'école, non mais c'est intéressant cette question à l'école publique parce qu'évidemment ça se pose sur les repas halal, ça se pose sur les habits également. On en parlait beaucoup de la baya et puis d'autres du voile. Alors je veux bien pour le voile, mais encore une autre fois, certaines mairies veulent interdire le voile à des parents qui viennent chercher leurs enfants à la porte de l'école. C'est les accompagner plutôt lors des sorties. Les accompagner ou des sorties scolaires. C'est pas forcément la sortie de l'école. Ce n'est pas la loi de 1905. Oui. Et donc, ce que je crois, moi, c'est que les musulmans sont des victimes collatérales d'une déchristianisation de la France. Oui. Ça, vous le dites en tant que chercheur, et observateur. Je le dis qu'en tant qu'observateur, ce n'est pas l'objet du livre. Vous m'avez demandé une question sur la France. Bien sûr. Oui. Eh ben, je vous pose la question de la France. Non, mais c'est pas l'objet du livre, mais en même temps, ça nous ramène quand même, en fait, à ce que vous évoquez, en fait, dans le livre, sur comment, évidemment, construire islam et démocratie. Les musulmans ont toujours été pragmatiques à travers l'histoire. Ils ont toujours reconnu le contexte dans lequel ils ont vécu. Quand les chrétiens ont reconquéri la Sicile au XIe siècle, il y avait une fatwa à l'époque de l'Azhar et de l'Égypte et de la Tunisie qui demandait aux musulmans de montrer leur loyauté et leur loyalisme au nouvel État. La même chose s'est passée en Bosnie avec le mufti de Turquie après que les Ottomans ont perdu en face de l'Empire austro-hongrois. Donc il y avait une reconnaissance et une loyauté. Mais le problème ici en France, c'est que ce n'est pas la loyauté qui est demandée, mais c'est l'adhésion.
et c'est différent. S'il y a ça, ça veut dire qu'il y aura toujours des tensions. Qu'il y aura toujours des tensions. Et puis, comment faire? Parce que c'est vrai que, normalement, la théorie politique islamique, elle se base, par exemple, sur la charia. Qui n'est pas forcément toujours compatible, bien sûr, aussi avec les lois de la République, quoi. Oui, non, mais le problème. Non. Le problème. Hicham Adaoui. Oui, non oui, mais. je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, c'est. Mais il y a mais il y a un fait. Sans les faits. Il y a toute une école de jurisprudence, fiqh al-awwaliyat par exemple, et je sais pas ma spécialité. Hein, je suis pas juriste islamique. On doit accepter les lois dans lesquelles on est. Oui. Personne ne voudrait appliquer la charia dans des espaces publics, mais on ne peut pas. Disons, pénétrer cette sphère publique et demander aux musulmans de ne pas être croyants. On peut être catholique en France et ne pas croire à l'avortement, mais avoir une loyauté à la République. Bien sûr. C'est le même problème. Oui. C'est le même problème, sauf que dans certains quartiers, et c'est peut-être l'une des angoisses de certains, hein, c'est de se dire, oui, mais à partir du moment où ils vont être en majorité, en fait, musulmane, avec la volonté d'appliquer la charia, ces lois ne pourront plus être complètement compatibles avec les lois républicaines. Oui, mais seulement là vient se greffer d'autres problèmes. Oui. Vient se greffer le problème de l'urbanisme, vient se greffer le problème économique, les déterminants sociaux des gens défavorisés. Il y a tout un contexte général qui vient se greffer et qui vient compliquer la donne. Ce que vous avez dit tout à l'heure est particulièrement intéressant, c'est-à-dire que l'Europe, elle a mis beaucoup de temps, enfin le monde occidental a trouvé en fait sa voie pour une démocratie. Et vous dites que il faudra probablement aussi du temps pour l'ensemble en fait du monde arabe, quoi. Enfin, c'est un peu le fil conducteur de votre livre, hein, Islam et démocratie. C'est un peu que c'est les événements et les impératifs politiques qui conditionnent. On peut avoir un débat sur la théologie pendant 200 ans. Oui, bien sûr. Porter le voile, ne pas porter le voile, etc. Mais une fois qu'il y a une irruption dans un pays, une irruption sociale, et qu'il y a un nouvel ordre qui s'installe, on est obligé de délibérer sur les parlements, sur la constitution qui est la loi fondamentale du pays, sur des élections, sur un tas d'autres questions qui sont brûlantes, et là on se retrouve dans le feu de l'action, et là c'est des compromis qu'il faut chercher. Oui. Là c'est l'impératif de trouver, c'est la contingence politique. Entre un régime plutôt autoritaire, pour être très concret, et puis une version démocratique du pays. Exactement. La Tunisie, par exemple, elle a oscillé en fait entre les deux. Elle en est où, la Tunisie? La Tunisie est arrivée au milieu du gué, et elle s'est effondrée au milieu du gué. Maintenant, si on devait s'est effondrée. Pour vous, elle n'est plus démocratique? Elle n'est plus démocratique, mais si on fait l'autopsie de la transition tunisienne, on voit quand même qu'elle avait accompli des choses. Ouais. D'accord, qu'il y avait une véritable ouverture, qu'il y avait une rotation au pouvoir, qu'on pouvait une liberté d'expression, et même la liberté de conscience. Attention. Ouais. Mais ça, c'est en cours de renversement. C'est en cours de renversement, mais disons-le bien, c'est par un populiste qui, lui, n'a pas fait le déni de la démocratie, mais qui a pris la démocratie en otage. Parce qu'il y a plusieurs manières d'être autocrate. On peut être autocrate en confisquant la démocratie, ou on peut être autocrate en la prenant en otage, carrément. Et de dire, les seuls mécanismes qui vont marcher sont les mécanismes verticaux, référendum, élection, et c'est moi qui décide. Mais tous les autres mécanismes de comptabilité, de responsabilité qui sont horizontales, ceci ne marche pas. Merci beaucoup Hicham Adaoui, Islam et démocratie, comment changer la face du monde arabe, aux éditions Cherche Midi. Pour avoir tous les détails autour de ce que vous avez développé, évidemment, je vous recommande ce livre. Merci en tout cas d'être passé ce matin dans La Vérité en Face sur Sud Radio. Dans un instant, c'est Valérie Expert avec ses invités et Gilles Gansman dans la partie média.